Bienvenue. L'objectif, c'est de vous présenter l'appel à projet de société inclusive, dans le fond, qui a été lancé là, avant l'été. On fait une deuxième rencontre parce qu'avant l'été, on est souvent dans d'autres choses. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment de faire un tour d'horizon, vous présenter les critères de sélection, les critères d'admissibilité aussi en premier et de répondre à vos questions là, si vous en avez. Donc, comme je vous disais, on est dans le concours 12. Vous pouvez utiliser le chat là, pour les questions ou attendre à la fin. Là, il va y avoir une période de questions pour, euh, pour clarifier certaines ambiguïtés s'il y en a. Donc, on va, le plan de match, de regarder le contexte, l'information générale. On va regarder les nouveautés aussi. On a quelques nouveautés là, pour le concours 12 pour les personnes qui seraient un petit peu plus familières avec nos concours précédents. On a 4 critères d'admissibilité qui sont vraiment importants, 4 critères d'évaluation. On va regarder un peu qu'est-ce qu'on met dans le budget, les financements, les dépenses admissibles. C'est quoi les conditions de financement? Donc, nos attentes, si jamais vous avez le financement, là, on a des attentes aussi là, envers les projets financés. Comment on fait pour déposer la candidature? Et je vais vous parler un petit peu là, du processus d'évaluation pour que vous soyez au courant là, de comment ça fonctionne. Donc, c'est notre plan de match. Les appels à projets de société inclusive là, sont financés par la Fondation Azrieli et la Fondation Mirella et Lino Saputo. Donc, c'est les deux fondations qui permettent là, de pouvoir vous offrir des subventions de 35 000 dollars. On a un troisième partenaire qui est Mitax, donc qui vient bonifier la subvention que vous avez au niveau des stages étudiants. Je vais vous en parler un petit peu plus loin sur, euh, sur le sujet. Donc, le contexte général, c'est quoi? C'est un concours. On finance 6 projets par concours. Donc, on a vraiment un budget pour 6. Chaque budget a un 35 000 Chaque budget, chaque équipe a un 35 000 dont 10 000, minimum de 10 000 doit aller à l'organisme impliqué. Donc, c'est un projet de recherche participative. On veut que les organismes communautaires s'impliquent pendant toutes les phases du projet. Donc, pour pouvoir s'impliquer, ben, souvent, il y a un coût rattaché à ça. Donc, on veut que le partenaire soit rémunéré. Donc, c'est des dépenses qui lui appartiennent. Et on a une possibilité d'aller chercher entre 7 500 et 22 500 supplémentaires avec Mitax. Donc, Mitax vont financer là, des stagiaires qui vont participer au projet de recherche. Donc, ça donne un bon coup de main. Contrairement aux préjugés, quand on est à l'extérieur de Mitax, ça a l'air bien sorcier, mais Mitax, c'est pas si compliqué, c'est juste de suivre les étapes en ordre. On peut vous donner un coup de main aussi, là, à remplir les demandes. Fait que n'hésitez pas. Le projet, c'est d'une durée de 18 mois. Donc, il faut vraiment planifier un projet qui dure 18 mois. C'est quand même relativement court. Ce qu'on veut faire avec cet appel à projet-là, c'est soutenir des projets qui vont produire des changements concrets qui améliorent euh, la vie des personnes qui vivent avec des incapacités. Donc, c'est vraiment le contexte général. Je vous invite vraiment, là, la clé du succès pour les candidatures, dans le fond, là, c'est de lire le programme. On a un grand programme qui fait une vingtaine de pages. On a mis toutes les informations importantes, essentielles là. Donc, la lecture est vraiment très fortement recommandée 1 ou 2 fois. Là, ça aide beaucoup. Il y a beaucoup de particularités que je peux pas couvrir ici. On va vraiment y aller en surface, en survol, mais prenez le programme, la dernière version là, qui est téléchargeable dans la trousse en P12. Là. C'est la meilleure recommandation que je peux vous faire. Donc, une des nouveautés pour le concours 12, c'est qu'on doit avoir au moins une des deux co-chercheurs qui appartient à un des regroupements centres ou réseaux de recherche suivants. Donc, soit le CRIR, soit le CIRIS, le RTSA, le RQRV, le RRSV, les communautés CAR ou le regroupement inter. Donc, si jamais vous avez un projet de recherche et aucun des co-chercheurs ne sont affiliés à ces réseaux slash regroupements slash centres de recherche,
On peut faire des demandes, là. Dans les réseaux, c'est peut-être un peu plus facile. Dans les centres de recherche, peut-être un peu plus complexe, mais c'est possible là, de s'affilier, là. C'est même ce qui est souhaité par les réseaux de recherche, là, d'augmenter leur membership. Donc, ça, c'est une des particularités là, de cette année. Donc, c'est vraiment important pour être éligible, être admissible, qu'il y ait un des co-chercheurs qui soit membre d'un de ces réseaux-là. Donc, c'est pas une obligation que les deux le soient, mais au moins un des deux. Nouveauté cette année aussi, on a une entente Umbrella avec MITAC. Donc, ce que ça fait, c'est que Société inclusive, on a déjà euh, je- euh, plusieurs unités, je me souviens plus du chiffre exact, mais plusieurs unités de stage réservées pour nous, ce qui fait que vous, les équipes financées, si vous avez un financement, les délais d'approbation sont plus rapides parce qu'il n'y a pas besoin d'être évalué à l'externe. Donc, ça va être évalué entre 2 à 4 semaines. Si on n'est pas dans une entente Umbrella, c'est de 4 à 8 semaines. Donc, ça coupe de moitié. Tous les projets sont acceptés. Des fois, il y a des modifications là, qui sont demandées par MITAC. Et le formulaire est abrégé, donc qui est coupé de 50%. Fait que ça facilite vraiment les démarches là, pour les équipes financées. Euh, Moi, je vous recommande fortement, quand vous allez faire l'idéation de votre projet, de prévoir des unités de stage MITAC parce que ça va vraiment venir bonifier votre financement disponible, puis ça va faire en sorte de fluidifier le projet. Et la troisième nouveauté, c'est dans le fond, avant, on permettait qu'un OBNL puisse être partenaire principal sur plusieurs projets déposés. Maintenant, il faut choisir. Dans le fond, chaque organisme et chaque personne chercheuse doit euh, être principale dans un seul projet déposé. Donc, on peut pas faire plusieurs demandes, être co-chercheur de 2 projets déposés pour vraiment choisir là, le projet qu'on a le goût de participer. Et la quatrième nouveauté, c'est que maintenant, on s'est arrimé avec la nouvelle définition du FRQ, pardon, euh, concernant l'intersectorialité. Donc maintenant, l'intersectorialité, dès qu'un organisme communautaire est impliqué, euh, ce qui est le cas dans la recherche participative, le projet est automatiquement qualifié intersectoriel. Maintenant, l'in- la définition de l'intersectorialité qu'on utilisait dans les années précédentes devient comme une stratégie bonus. Fait que votre projet, si vous n'avez pas 2 chercheurs de 2 secteurs différents, va être qualifié admissible. Cependant, il n'y aura pas de quand on va faire l'évaluation, il y a un petit bonus qui est accordé si on a 2 secteurs, soit la santé, société et culture ou nature et technologie, qui va venir donner des angles de vue différents. Pour les secteurs, dans votre demande, c'est important si vous choisissez d'aller dans cette définition de l'intersectorialité-là, on doit voir dans les objectifs, dans la question, plus dans les objectifs et dans les livrables, des objectifs spécialement rattachés à la santé et spécialement rattachés à société et culture, par exemple. Donc, on doit vraiment voir qu'il y a 2 angles d'approche du projet. Je l'ai peut-être pas mentionné, là, mais moi, je suis disponible tout au long là, du processus pour vous accompagner. Si vous avez des questions, c'est possible de me demander une rencontre, qu'on regarde certains points ensemble. Il ne faut pas hésiter là, des fois, il y a beaucoup de contenu, des fois, il y a des choses peut-être un peu moins claires. Donc, moi, je suis là pour vous accompagner, clarifier des processus. Si on est un organisme communautaire, c'est notre première expérience, on a besoin de plus d'informations, mais ça me fait plaisir. Si vous êtes une personne chercheuse, mais ça me fait plaisir aussi de vous accompagner au niveau des particularités là, de société inclusive. Donc, nos objectifs, c'est qu'on veut financer des projets de recherche qui sont participatifs et intersectoriels, qui concernent les personnes qui ont des incapacités, donc motrices, troubles du langage, déficiences sensorielles, visuelles, déficiences cognitives, au niveau de la neurodiversité. Ici, on a un problème de santé mentale, c'est qu'actuellement, si jamais il y a un projet qui veut
s'inscrire dans la thématique des problèmes de santé mentale, il faut qu'il soit affilié avec une autre incapacité. Donc, ça pourrait être, par exemple, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, on veut aller évaluer au niveau de sa santé mentale, ça fonctionne. À l'heure actuelle, des problématiques, des diagnostics, des troubles de santé mentale euh, ne sont pas admissibles là, s'ils ne sont pas associés à une autre incapacité. Parce qu'autour de la table, on n'a pas de joueurs santé mentale, entre guillemets. Donc, les autres types d'incapacités, on a la déficience intellectuelle, puis on a des incapacités liées au vieillissement. Encore là, au niveau du vieillissement, on s'intéresse vraiment à des projets qui sont liés à des incapacités. Ça peut pas être en termes de prévention ou un aîné qui vit un début problématique. Il faut vraiment que ça s'inscrive dans une incapacité, dans une difficulté qui est clairement établie, qui peut être liée au vieillissement. Fait que, tu sais, cette distinction-là est vraiment importante, puis elle va être analysée là, au niveau de l'admissibilité. Les projets aussi doivent être innovants. Ils doivent produire des changements concrets là, sur les différents aspects de la vie des personnes qui ont des incapacités. Puis on veut aussi que ça mette en œuvre des solutions qui vont permettre de diminuer les obstacles environnementaux et sociaux que rencontrent les personnes dans la réalisation de leurs habitudes de vie. Donc, c'est pas des projets où on va chercher à améliorer les compétences des personnes, mais on touche aux environnements. Il faut que ça touche aux obstacles environnementaux et sociaux. Donc, les critères d'admissibilité, on a dit qu'il y en a quatre. Fait que ça, c'est quand même très concret. C'est dans le programme aussi. On veut que vous vous inscriviez dans les thématiques de société inclusive, donc environnement physique et mobilité personnelle. Vous allez voir dans le programme, là, il y a des exemples pour chacun des grandes catégories. On veut qu'on s'inscrive dans une d'amélioration des environnements sociaux, logement, loisirs, participation sociale. Il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Au niveau de la santé et adaptation, réadaptation, puis ça peut être aussi un projet là, qui touche au niveau de la discrimination, des stéréotypes, des attitudes aussi qui peuvent vivre les personnes là, qui vivent avec des incapacités. Le deuxième critère d'admissibilité, dans le fond, c'est que, puis ça, c'est très important pour nos partenaires financiers, c'est que le projet de recherche doit émaner d'un besoin d'un organisme communautaire. Donc, on veut vraiment que ça soit à partir de la réalité terrain, qu'un organisme, que votre partenaire dise, nous, là, on a, on, on vit cet enjeu-là, on vit cette problématique-là. Si jamais on trouvait une solution à tel aspect, ça l'améliorerait nos pratiques, ça l'améliorerait la vie des personnes qui ont des incapacités. Donc, on veut vraiment que ça parte d'un besoin d'un partenaire, qui peut-être un peu moins des fois, comme ce qu'on est habitué dans la recherche un peu plus traditionnelle, là, de l'idéation à partir de la littérature. Il peut y avoir un mélange des deux, mais il faut vraiment clairement qu'il y ait un organisme qui ait levé la main, qui ait identifié un besoin, dans le fond, là, que nous, la recherche, on se met au service de cet organisme-là pour, euh, pour faire une recherche pour trouver une solution. Donc ça a toutes sortes de bénéfices. Là. Ça l'assure notamment la pérennité puis l'utilisation là, des données de recherche là, concrètes après coup. On a un troisième critère qui est de répondre à des besoins des personnes qui vivent avec des incapacités. Donc, on veut produire des changements concrets, on veut améliorer la transformation des écosystèmes associés, puis on veut mettre des solutions qui permettent de diminuer les obstacles environnementaux et sociaux. Quatrième critère d'admissibilité, je vous en parlais un petit peu au tout début. Donc, on veut vraiment que ce soit un projet intersectoriel qui est porté par deux personnes chercheuses, dont une avec un statut FRQ, donc le Fonds de recherche du Québec. L'autre, ça peut être quelqu'un qui vient, par exemple, souvent on me demande est-ce que quelqu'un du Nouveau-Brunswick peut être co-chercheur? Oui, si on a un chercheur qui a le statut FRQ. Il faut qu'il y en ait au moins un des deux. Puis il faut qu'on ait au moins un des deux qui soit membre là, d'un des réseaux CRIS, CIRIS, RPSA, RQRV, CAR, RRSV ou Inter. On doit avoir une personne qui est impliquée directement comme représentant d'organismes partenaires à but non lucratif, qui offre des services directs aussi aux personnes qui ont des incapacités. Donc, on n'accepte pas que ce soit une fondation qui récolte de l'argent, mais vraiment une OBNL qui offre des services directs aux personnes.
Euh, Puis cet organisme-là, comme je l'ai déjà mentionné, là, c'est vraiment important qu'elle participe à toutes les phases de la recherche, à l'idéation du projet à partir de son besoin, participe un peu à l'idéation sur la méthodologie, la collecte de données. À la fin aussi, au niveau de la reddition de compte, là, ça va être important que la personne nous donne un feedback de comment elle a trouvé son expérience. Puis, on veut qu'il y ait une personne avec un savoir expérientiel qui soit expliqué. Donc, savoir expérientiel, ce qu'on entend, c'est que c'est une personne qui est concernée qui vit la difficulté. Disons qu'on choisit une incapacité neurodiversité, mais on va s'attendre à ce que la personne avec le savoir expérientiel soit issue de la neurodiversité, soit un diagnostic d'autisme ou TDAH, peu importe là, le type d'incapacité. Il y a Excuse-moi, des mains Nathalie. qui applaudissent. Oui, Euh, Bonjour. J'avais une petite question oui. est-ce que par rapport à les deux derniers points à cet état, euh, est-ce qu'on peut avoir deux OBNL impliqués dans le projet, dans le sens de combiner un besoin? Euh, qui pourrait viser, supposons, une communauté de personnes, supposons, non-voyants. Donc là, c'est un des OBNL, mais que ces OBNL-là, en fait, ces membres-là sont intéressés d'avoir, supposons, évidemment, bénéficier des résultats de recherche dans le sens de les amener à faciliter leur vie lors d'un loisir. Donc là, c'est comme on se attend à une mission d'un autre OBNL qui encourage, supposons, le loisir des personnes avec des incapacités. Alors, c'est ça. Est-ce que ça pourrait être complexe? Je sais qu'on est au niveau de justification, pas justification, mais en fait, le bénéfice financier qu'ils peuvent avoir. Donc, de façon classique, le OBNL visait bénéficier de 10 000 $ si c'est pas changé dans vos programmes de financement. Alors, est-ce que ça peut être un désavantage ou vous encouragez ça? Ou, supposons si c'est admissible, est-ce qu'il y a une démarche concernant comment prévoir en fait l'aspect financier de leur participation? Mhm. Et donc là, la première question. Deuxième, c'est que est-ce que la personne justement expérientielle, au savoir expérientiel, pourrait être un membre de ces organismes aussi? Ça crée pas aucun conflit ou des choses comme ça. Ce sont d'excellentes questions, Mire. Euh, En fait, plus que nous on appelle ça des parties prenantes là, qui ont le même besoin, souvent ça va donner une solidité au projet parce que vous avez déjà des gens qui veulent appliquer les résultats de la donnée au niveau des livrables, de la mobilisation des connaissances de votre plan. Vous allez gagner des points là, s'il y a plusieurs personnes là, qui ont besoin de cette solution-là. Donc, la réponse est certainement oui. Maintenant, au niveau du montage financier, souvent, ça complexifie un peu, c'est d'évaluer. Il y a toujours un organisme qui est plus impliqué que l'autre. On a déjà eu des projets qui ont divisé l'argent en deux, mais c'était très, très, très bien justifié. Les deux avaient une implication presque égale. Mais souvent, ces équipes-là ont eu des défis d'implication de l'organisme parce que c'est un défi en termes de temps, d'investissement, d'énergie d'impliquer un organisme. Fait que si on en a deux, bien, on double encore les efforts. Fait que moi, je dirais qu'il faut être extrêmement prudent si on choisit d'aller dans ce sens-là. Il faut vraiment que le projet le nécessite grandement. Mais souvent, ce qui apparaît, c'est qu'il y a un organisme qui s'implique plus, qui va participer aux réunions, puis que l'autre organisme a le besoin, donc il est collaborateur, peut recevoir une portion du financement un peu moindre pour telle tâche directée, précisée. Là, on délimite un peu son implication, le rémunère en fonction de ça. Fait que ça devient moins complexe que de porter deux organismes à égalité, mais plus qu'il y a de gens qui ont les besoins, plus qu'il y a d'organisations qui lèvent la main, qui disent, nous, là, cette solution-là, on en aurait besoin, puis on serait prêt à l'adapter chez nous, puis on vous soutient, on collabore, mais ça augmente la solidité du projet aussi, puis ça assure la pérennité aussi, puis ça,
Nous, c'est des choses qu'on recherche, là. Tu sais, comme dans le formulaire, il y a une grosse question sur la mobilisation de connaissances, un plan. Fait que dans cette question-là, vous allez vraiment vous démarquer là, d'un autre projet là, quand il y a plusieurs organismes impliqués. Fait que ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième, oui, on a déjà vu ça que c'était un membre qui faisait partie de l'organisation qui était choisi. Fait que, le seul bémol, c'est de faire attention. Il y a déjà eu un projet qui a été déposé où le savoir expérientiel, c'était la personne qui était sur un conseil d'administration d'un organisme, puis c'était une personne qui était habituée de faire de la défense de droit. Fait que là, il y a eu une difficulté parce que on n'avait pas deux chapeaux distincts. C'est que la personne était plus employée ou administratrice de l'organisme. Fait qu'elle apportait plus un savoir professionnel qu'un savoir expérientiel, même si elle vivait avec la difficulté. C'est que des fois, c'est dur de couper au couteau. Fait qu'il faut vraiment s'assurer que la personne qui a un savoir expérientiel apporte vraiment euh, l'angle mort que nous, on a. Que les professionnels ont, que les chercheurs et chercheuses ont aussi par son savoir euh, de personnes concernées. Fait que c'est sûr que dans le cas d'une personne en mobilité réduite, en fauteuil roulant, mais on comprend bien, tu sais, que si tu vis pas, qu'est-ce que c'est d'être en fauteuil roulant puis d'avoir à monter des chaînes de trottoir. C'est un exemple classique, là, mais ça illustre un peu là, l'importance de faire attention, de vraiment aller chercher le savoir qu'on a besoin pour notre projet de recherche pour aller euh, s'assurer qu'il y ait moins d'angles morts là, dans notre projet. Ça répond bien, Amir? Très bien, merci beaucoup. Super, je continue. Fait que là, ça, c'était les critères. Oui, Sabah, euh, vous avez une question. Tu as une question? Oui, moi, je veux juste être sûre parce que j'étais un peu en retard. Je veux être sûre que les trois conditions dans le slide avant, est-ce que quand on dit le minimum, est-ce qu'on doit remplir les trois critères ou bien Oui, juste un, les trois? oui, c'est des critères d'admissibilité. Donc, il faut que c'est quatre critères. Il faut que les quatre critères soient présents. Donc, la pertinence de la demande, être deux chercheurs minimum, être un organisme OBNL et la troisième condition, et la quatrième. Mais vous dites minimum. Donc, si on remplit ça comme les quatre critères, ça, c'est le minimum. Je sais pas. Euh, je, je me souviens pas d'avoir mis l'accent sur minimum. C'est Mhm, vraiment, dans le fond, on a les critères d'admissibilité. Fait mhm. que nous, dans le fond, ce qu'on va faire avec les candidatures, c'est on va regarder est-ce que chacun des candidatures présentées répond à ces critères-là. Fait qu'on va cocher oui, c'est un projet intersectoriel. Oui, c'est la personne qui a un savoir expérientiel est impliquée. C'est un projet qui répond aux thématiques de société inclusive. Fait que, tu sais, si je retourne en arrière, là, si on les regarde, tu sais, on a dans s'inscrire dans la thématique. Fait qu'il faut vraiment que le projet s'inscrive dans la thématique. Il faut que ça soit un projet qui est centré sur un besoin d'un OBNL. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment important. Si on se rend compte que le projet a été construit en fonction de la recherche et moins en fonction d'un besoin, ben, le projet n'ira pas à l'étape suivante. Ça répond à un besoin des personnes qui vivent avec une incapacité et que c'est intersectoriel. Donc, qu'il faut que, c'est là que j'ai dit minimum, c'est que il y a deux chercheurs, puis les deux chercheurs, il y en a au moins un des deux qui doit être statué FRQ et au moins un des deux qui doit être dans l'un des réseaux CRIS, CIRIS, RTSA, RQRV, et compagnie. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Ça répond. Ouais. Sophie, Oui, en fait, je me demandais la personne qui a un savoir expérimentiel, en tout cas, ça, là, je m'excuse pour. expérientielle, oui. Est-ce qu'il faut absolument que ce soit une personne en situation de handicap? Idéalement, parce que tu sais, c'est ce savoir-là qu'on veut. Tu sais, si vous travaillez sur une personne qui a une incapacité, je sais pas, en vision, ben on s'attend que le savoir expérientiel, c'est un savoir d'expérience. Tu sais, c'est qu'on veut vraiment euh, aller chercher l'angle mort qu'on nous on a. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas de problème de vision, fait que tu sais, je peux pas savoir c'est quoi les obstacles ou fait que je veux vraiment avoir le point de vue de la personne qui est concernée, qui vit l'incapacité. C'est sûr que je dis ça, mais des fois, il peut y avoir des exceptions.
Tu sais, par exemple, ça peut être un intervenant qui a le savoir, mais c'est rare, là. On veut vraiment que le savoir expérientiel soit au niveau de la personne avec une incapacité. Merci. Ça fait plaisir, Sophie. Zoé. Oui, moi, je voulais plus savoir, tu sais, si on n'a pas vraiment de réseau dans le domaine de la recherche pour trouver les chercheurs associés à notre projet, est-ce que vous nous donnez un soutien à ce niveau-là ou est-ce que vous avez une stratégie qu'on peut utiliser? Oui, oui, c'est une bonne question, ça, Zoé. Oui, on est là pour vous aider. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une rencontre ensemble avec moi. Peut-être continuer, je suis la collègue de Nathalie pour répondre à la question. Oui, donc on fait un service de maillage, comme on dit. Alors, vous nous partagez le besoin à info arobase sociétéinclusive.ca. Tu sais, c'est quoi votre organisme, c'est quoi votre besoin. Puis là, avec tous les membres de la recherche là, qu'on peut être en contact, on essaie de voir qui est disponible, intéressé. Puis des fois, ils sont pas disponibles, mais ils vont relayer vers un autre chercheur. Fait qu'on appelle ça le jumelage. Ça répond bien. Est-ce que vous aviez des activités de mariage aussi de temps en temps où il y a des gens qui pouvaient présenter leurs besoins, puis que là, il y avait des discussions avec des chercheurs qui pouvaient être intéressés, là. Donc, Simon Arbonne, il y avait ça aussi. Exactement, on fait ça. Là, la prochaine, elle est pas, on n'a pas la date encore, ça va être cet automne. Nathalie, est-ce que tu veux en glisser un mot sur les activités de maillage? Oui, on va en avoir un, là, les activités de maillage sur le vieillissement en novembre, vieillissement en milieu rural. La date n'est pas encore retenue, mais on va en avoir un là, qui vient. Puis il va sûrement avoir d'autres événements là, de maillage qui vont arriver. Mais oui, on vous donne un coup de main là, pour répondre à la question. Je m'excuse, j'ai eu une urgence avec mon garçon qui est à l'école. Mais tout est réglé, fait que ça va bien. Mais c'est ça. Fait que ça me fait vraiment plaisir de vous aider. Nous, on a un bon réseau de chercheurs aussi. Fait qu'on prend 2, 3 minutes pour regarder votre projet. Puis après ça, on vous met en contact avec les personnes là, qui sont concernées par votre projet. Fait que maintenant qu'on a vu les critères d'admissibilité, on serait rendu aux critères d'évaluation. Donc, Dis-moi, Nathalie, ton partage d'écran, il est disparu. merci. Je suis déstabilisée par mon appel. Problème. Voilà, merci Jessica. C'est là, vous voyez. Est-ce que vous voyez ça va bien? Oui. OK. Critères d'admissibilité, fait que ça prend ces critères-là pour pouvoir passer à l'évaluation. Donc, on a vraiment un processus de préévaluation. Tous les critères, tous les projets admissibles, ils vont à l'évaluation. Je vais vous parler d'évaluation un peu plus tard. Fait que comment on fait pour évaluer les projets? C'est sur 6 critères. Fait que je vais vous en parler. On a un premier critère qui est sur l'impact réel pour l'inclusion sociale des personnes concernées. Donc ici, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que votre impact, tu sais, quand on avait la question tantôt au niveau de plusieurs organismes, mais si on a plusieurs organismes, c'est qu'on augmente, on amplifie l'impact. Est-ce que c'est bien démontré? Est-ce que dans le formulaire, c'est décrit de manière détaillée les retombées qui sont prévues pour les personnes qui ont des incapacités? Dans votre façon d'écrire, quand vous allez écrire, ça va être important de mettre vraiment cet aspect-là de l'avant. Puis l'impact, il peut être immédiat ou il peut être aussi projeté dans le temps. Fait que ça peut être de dire, ben, après notre projet, voici les étapes et c'est là que l'impact va arriver. Donc, c'est pas obligé d'être un impact immédiat, mais on veut vraiment savoir de façon détaillée euh, c'est quoi les retombées, c'est quoi la plus-value que ça a pour les personnes, mais aussi pour les organismes. Si on a un projet qui dit, ben, ça va améliorer de façon substantielle la pratique des organismes communautaires de 150 mais mettez-le aussi. Fait que c'est vraiment sur les deux champs, sur la qualité de vie des personnes en situation de handicap et au niveau de l'organisation communautaire, dans le fond, de la pratique des organismes communautaires. Un autre critère d'évaluation, ça va être sur le réalisme du projet et sur la qualité de la démarche scientifique. Ce que les évaluateurs ils vont regarder, c'est qu'est-ce que c'est basé sur une méthodologie réaliste? Est-ce que votre échéancier est concret, il est faisable? Est-ce que les jalons sont bien identifiés?
Est-ce qu'on prend en compte une bonne planification des ressources humaines, matérielles, financières et temporelles aussi qui sont nécessaires à sa mise en œuvre? Fait on va vraiment évaluer tout ça sur la qualité de la méthodologie, de la science qui est rattachée derrière ça. Donc, la démarche scientifique a une grande place aussi. Le troisième euh, critère, c'est au niveau de la participation active des membres de l'équipe à chaque étape clé. Fait que, tu sais, quand je vous disais qu'on veut que ça parte d'un besoin d'un organisme, les organismes, vous avez une grande place à jouer. C'est pas juste de dire, ben, je vais donner l'idée, c'est non, c'est d'être présent tout au long. Puis c'est pour ça qu'il y a un financement rattaché aussi. On veut que les données, on veut que le projet de recherche devienne le vôtre aussi, puis que vous vous impliquiez à toutes les phases. Puis en contrepartie, on demande ça aussi au niveau des chercheurs, d'impliquer tout le monde dans toutes les phases du projet de recherche. Donc, intersectoriel, une identification intersectorielle du besoin, une co-conception du projet, mais des outils de collecte de données aussi, une co-analyse, interprétation des données, donc de s'impliquer, même si on ne connaît pas ça au départ, la plupart des OBNL là, à qui on discute, ça a été un grand apprentissage, puis les gens sont contents d'avoir participé à ça, puis ça devient clair quand on le fait. C'est sûr qu'au départ, ça nous est inconnu, mais quand on marche, on avance un pas à la fois, puis ça devient facile, là. Puis s'impliquer aussi dans l'appropriation et la valorisation des résultats. Le quatrième critère d'évaluation, dans le fond, c'est l'engagement du milieu preneur pour l'adoption de la solution développée. Donc, ça, c'est vraiment, ça part du besoin, mais on voit aussi que l'organisme communautaire, il s'engage à utiliser ces données-là. Donc, il s'engage, il s'implique, j'en ai parlé, puis qui est prêt à adopter, qui est prêt à assurer le suivi de cette solution-là, dans le fond. Ça, on voit ça dans la lettre parce que dans un projet, on doit donner une lettre du partenaire. Fait que souvent, dans la lettre du partenaire, on le retrouve, mais on a aussi un volet, là, une question qui est spécifiquement là, associée à ça dans le fond. Le cinquième, c'est au niveau du potentiel d'innovation sociale. Fait qu'on veut que le projet démontre un potentiel d'innovation sociale et qui s'inscrive dans une des phases d'innovation sociale, donc de l'émergence, de l'expérimentation, de l'appropriation. Puis on veut aussi que ce soit un projet qui puisse être transférable à une autre réalité. Donc, si c'est fait dans le fond à Québec, est-ce que ça serait possible que des organismes de Montréal ou de l'Abitibi-Témiscamingue puissent le reprendre et répondre à leurs besoins aussi en ce sens-là? Vous allez voir dans le programme, c'est plus complet, là. Vous avez un peu le modèle de l'innovation sociale. Fait que, c'est ça, vous pouvez en prendre connaissance. C'est quand même vraiment intéressant. Le Nathalie, j'aurais sixième, oui, une petite question. oui. Justement, il y a des natures de projets dans lesquels les livrables peuvent être vraiment un peu, disons, un état où tu n'es pas rendu, supposons, si c'est un outil technologique que tu développes pour l'organisation, peut-être ça arrive justement dans les étapes d'innovation sociale, là, si c'est en émergence, est-ce que euh, il y a, j'imagine, une compréhension du côté comité d'évaluation que le livre, disons que oui, peut-être l'outil, ça pourrait être testé, disons, dans la durée du projet, mais ça se rend pas aussi loin que de dire, OK, à la fin du projet, j'ai quelque chose qui est utilisable et que les gens peuvent prendre, mais sauf l'idée, c'est évidemment pousser quelque chose avec le temps et que ça se rende à un niveau d'utilisation vraiment public. Donc là, je voulais dire qu'il y a ces deux diapositives là, ça me fait penser que il y a certaines livrables des projets qui pourraient être effectivement la fin de projet et que tout est prêt à être utilisé par l'organisme et ils peuvent prendre. Mais dans d'autres aspects, c'est qu'ils participent activement au développement du projet, de ce qui est promis, mais que à la fin du projet, l'outil visé, peut-être, c'est pas aussi avancé pour dire, OK, partez avec ça et que c'est bon pour vos membres et tout ça. Mm. J'imagine Fait- que
on relativise dans Oui, l'évaluation de ces choses-là? la réponse est oui. Jessica, tu compléteras là, au besoin, là. C'est notre experte en mobilisation de connaissances. Donc, oui, la réponse est oui. Moi, je t'encouragerais, Mire, ou les personnes là, qui sont dans une situation similaire, à le mentionner dans le formulaire, à expliquer un peu pour les évaluateurs dans quelle logique, mais oui, on est dans c'est très compréhensible. Hmm. Peut-être un petit complément, justement, c'est pour ça qu'on demande à quelle phase, parce qu'on n'aura pas les mêmes attentes si vous êtes en émergence versus en appropriation, donc on relativise de cette façon-là. Puis même en émergence, il y a des connaissances qui sont utilisables par l'organisme, parce que ça va donner un éclairage sur leurs services, sur leurs besoins, donc c'est très utile, utilisable, même si c'est en début de connaissance. Je pense que ça répond bien, mais... Parfait. Puis j'ai une question, Nathalie, qui est dans le chat. Est-ce qu'une coopérative de solidarité est acceptable comme OBNL? Coopérative de solidarité. Non Et lucrative? oui, il faudrait qu'il m'envoie un courriel, on pourrait se communiquer, il faudrait vérifier, mais de prime abord, là, sous toute réserve, me semble que j'en ai déjà vu, il y a déjà une équipe financière qui était une coopérative, là, mais il y a des modalités à vérifier, là. Mais de prime abord, oui, mais faudrait qu'ils m'écrivent, on va regarder ça. Donc, ça faisait le tour des critères d'évaluation. C'est quoi les dépenses admissibles? Presque tout, sauf les frais indirects de recherche. Donc, les chercheurs vont être très contents. Il n'y a pas de frais indirects de recherche. Si jamais vous êtes financé, des fois, il y a des universités qui sont moins au courant et qui s'essayent, mais c'est vraiment écrit dans le programme là, que les frais admissibles, les frais indirects de recherche là, ne sont pas autorisés là, dans ce programme-là. Donc, c'est quoi les dépenses admissibles? Les frais du partenaire, la rémunération des ressources humaines. Ça, les organismes communautaires, souvent, vous êtes vraiment contents parce que habituellement, dans les programmes de subvention, les ressources humaines sont pas permises, mais ici, là, c'est possible. Je réponds à ta question dans pas très longtemps, Francis. Les honoraires professionnels, des contrats, du graphisme ou des gens, peu importe c'est quoi l'honoraire professionnel que vous avez besoin. Les frais de formation, c'est possible aussi au niveau participation à un colloque, si jamais on doit se former pour que le projet puisse fonctionner, c'est possible. On vous encourage à rémunérer les personnes qui ont un savoir expérientiel aussi. Ils s'impliquent, ils ont du temps et c'est sûr qu'il y a des particularités aussi au niveau de certaines contraintes là, au niveau du revenu, fait que c'est d'en tenir compte, mais si c'est possible de bien rémunérer. L'équipement, on ne veut pas financer un 35 000 de matériel, donc on met une limite de 1 000 pour l'équipement physique. Les frais de déplacement sont permis. La mobilisation des connaissances, là, c'est vraiment important, là, je vous le renomme, d'avoir un plan, puis il peut y avoir un montant qui soit mis en mobilisation des connaissances. Francis, je t'écoute. Oui, donc tu connais mon statut de chercheur de CCTT. Oui. Donc je sais que dans certains appels à projets précédents, ça avait posé beaucoup de questions par rapport au financement des chercheurs. Donc, je voulais voir encore si c'est quelque chose qui peut accrocher ou est-ce que les gens comprennent bien que pour les chercheurs, ben, c'est une occasion de financer une partie de leur salaire et que c'est pas seulement vers les professionnels de recherche ou encore des étudiants. Donc, je voulais juste voir si c'est bien compris ou encore là, ça peut nous désavantager. C'est une bonne question. Euh, il y a déjà eu une équipe qui a été financée. C'est sûr que c'est toujours délicat. Euh, c'est pas impossible, Francis, mais c'est sûr qu'il faut vraiment bien expliquer dans le formulaire. Puis je t'invite à ce qu'on puisse prendre une rencontre ensemble, là, peut-être pour voir comment formuler ça. Je vais regarder aussi là, avec l'équipe de Société inclusive. Fait que si jamais l'équipe de Société inclusive, on met une mention particulière sur le projet pour les évaluateurs, mais ça peut simplifier aussi, là. Fait que, tu sais, c'est pas impossible, c'est juste que habituellement, on encourage vraiment que ce soit
plus pour des frais là, pour soutenir le projet, mais dans le cas des CCTT, là, c'est particulier, puis il y a des accommodations là, qui sont possibles. Mais c'est délicat, là, comme tu le nommes, là, faut toujours qu'on fasse bien attention à comment c'est amené, tout ça. Ça répond avec un petit pouce, je suis bien contente. On continue au niveau des finances. Donc, MITAC, je vais pas rentrer dans la complexité MITAC parce qu'on va y rester pendant plusieurs minutes. Juste au point de départ, vous nommez que c'est possible d'aller chercher de l'argent supplémentaire entre 7 500 et 22 500 $ de plus. Le plus simple, c'est que quand vous êtes rendu à votre section budget, c'est de prendre une rencontre avec une ACI, avec moi ou Jessica ou une autre personne, qu'on va pouvoir vous aider à planifier votre MITAC. Puis là, on prend le temps de vous l'expliquer, puis en prenant le temps de le faire avec le fichier Excel sous les yeux, ça devient plus concret, plus facile aussi. Fait que c'est pas compliqué, c'est juste qu'il y a des petites particularités à bien savoir, mais c'est quand même important là, de le planifier dès le départ. Les conditions du financement. Donc ça, c'est important pour nous. Dans le fond, si jamais vous avez le financement, donc vous avez soumis votre projet, il a été évalué, c'est un financement qui est non renouvelable, qui est non transférable, fait qu'on ne peut pas le transférer à une autre équipe. Sur notre site Internet, on va mettre votre projet avec vos objectifs, vos livrables. Fait qu'on va vous demander de nous faire un suivi des jalons. Pour pouvoir faire ce suivi des jalons-là, on va avoir besoin d'un rapport de mi et de fin mandat. Ça, c'est Jessica. Moi, peut-être pour vous expliquer là, comment on fonctionne la société inclusive, moi, mon rôle, c'est de vous accompagner au départ, au dépôt. Fait que je vais répondre, je vais vous accompagner pour le dépôt, monter votre projet, pour recevoir votre argent aussi. Puis après ça, tout ce qui est suivi de projet et mobilisation de connaissances, parce qu'après ça, on veut que les données soient utilisées par le plus grand nombre. Ça va être Jessica qui va prendre le relais. Donc, on a vraiment comme c'est comme une espèce de chemin. Donc, pour nous, c'est vraiment important là, de pouvoir vous donner un coup de main à faire rayonner votre innovation sociale. Et ce qui est important aussi, puis ça, on va vous le mentionner quand vous allez être financier, c'est de toujours mentionner l'appui financier de nos partenaires, donc de Société inclusive et des fondations Mirella et Lino Saputo et Adrieli, donc de mettre leur logo. C'est juste d'avoir ça en tête là, si vous êtes financé. Et on va vous demander aussi de participer au maillage de sociétés inclusives, dont par exemple le Forum 2026. En 2026, souvent c'est en septembre, ça peut être amené à changer, septembre, octobre. On présente les équipes financées dans le cadre de notre forum. Fait que ça, c'est une participation là, qui est obligatoire des chercheurs et des organismes communautaires et de la personne en savoir expérientiel. Là. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement suggéré. Donc, c'est un peu nos attentes pour recevoir le financement. Je vais laisser la parole à Jessica qui va vous expliquer un peu plus c'est quoi nos attentes en termes de suivi là, si vous êtes financé. Merci Nathalie. Simplement pour semer une graine. Donc, à la mi-parcours, c'est un rapport qui est en ligne, dont tous les membres de l'équipe sont invités à répondre selon votre rôle. Les questions vont être différentes si vous êtes de l'équipe académique, l'OBNL ou le savoir expérientiel. Donc, c'est différentes questions. Ça prend entre 5 minutes et 40 minutes selon votre rôle. Et donc, ça nous donne un portrait. Puis à mi-parcours, on demande aussi d'avoir une rencontre pour pouvoir échanger là, sur les résultats de votre rapport, puis de vous permettre de cerner les bons coups, de faire ressortir les besoins pour la suite. Puis nous, on peut mieux vous accompagner aussi, puis mieux connaître votre projet. Donc, à mi-parcours, puis à la fin aussi, c'est les mêmes attentes. Et pour tout ce qui est pour la valorisation des connaissances, donc on met l'accent vraiment pour s'assurer que ça rejoigne les besoins des personnes concernées. À la base, votre projet, s'il est financé, c'est parce qu'il répond à des besoins qui sont observés par les organismes. On suit tout au long de votre parcours, on va mettre l'accent sur c'est quoi les objectifs du projet, les livrables. À la fin, vous allez produire quoi pour que ça soit utilisable par les organismes et quel impact là, ça va changer pour les personnes concernées. Donc, c'est les trois grands focus qu'on va mettre là, pour suivre les résultats de votre projet.
l'évaluation en mi-parcours puis fin de projet, comme j'ai mentionné. Puis on organise plusieurs événements pour vous aider avec sur des méthodologies de recherche participative pour faire rayonner votre projet, des ateliers aussi qui sont dédiés pour travailler sur votre plan de mobilisation de connaissances, par exemple. Donc, on a une programmation qui sert vraiment à aider les équipes là, dans tout le chemin qui est parcouru. Fait qu'évidemment, on vous invite à y participer. Puis on travaille avec des organismes partenaires là, pour justement ce volet-là de valorisation qui est un autre pan là, de la recherche, mais qui est à réfléchir le plus tôt possible. Voilà. À toi, Euh, Nathalie. Merci, Jessica. Donc, pour soumettre un projet, on remplit le formulaire. Peut-être que je devrais ajouter une petite colonne avant, un petit crochet avant, lire le programme, remplir le formulaire de demande et le budget. Donc, le budget, gênez-vous pas de m'interpeller, là, ça me fait vraiment plaisir là, de vous accompagner là-dedans. Là, ça prend 15 minutes, on le fait ensemble à l'écran, ça va bien. Il faut qu'on fournisse une lettre d'engagement, d'implication du partenaire à toutes les phases, comme on a dit. S'il y a d'autres collaborateurs, s'il y a d'autres organismes, ça peut être intéressant de les inclure. C'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est la lettre d'engagement du partenaire principal. Mais les autres lettres, là, ça peut appuyer votre candidature. On a besoin des CV communs canadiens avec les contributions des 5 dernières années des 2 chercheurs ou chercheuses impliqués au projet. Et si vous avez des tableaux, des figures, des références, vous pouvez les avoir. Et si vous avez un lien pour télécharger les documents, donc cette présentation-là va être disponible en ligne, là, ainsi que l'enregistrement là, sous peu, là, quand on va avoir le temps de le faire la semaine prochaine ou l'autre d'après. La date limite, c'est le 3 novembre 2025 à 17 heures. Et toutes les propositions là, doivent être envoyées par courriel à info@commercialsociétéinclusive.ca. Donc, c'est vraiment l'adresse courriel là, d'arrivée des projets. C'est une adresse commune à tous. Donc, ce que je vous ai dit, budget, rencontrer une ACI, je vais même pas l'ouvrir ici, comme je vous dis, parce que c'est par expérience, c'est beaucoup plus simple de le remplir ensemble. Si jamais vous l'avez déjà fait, il y a pas, c'est pas une obligation. Fait que vous pouvez le remplir de votre côté sans problème. C'est important de bien planifier les revenus, les dépenses ensemble, en équipe, donc impliquer l'organisme et le milieu de la recherche. Le processus d'évaluation, dans le fond, c'est qu'on va confirmer l'admissibilité avec la grille. Un coup qui est admissible, on va aller en préévaluation. Avec la préévaluation, c'est composé des 2 représentantes des fondations Azrieli et Mirella Elino Saputo, ainsi que de l'équipe de Société inclusive, qui vont faire la lecture sommaire de la candidature et qui vont valider que chacun des critères d'admissibilité est bien respecté. Donc, il y a quelques projets des fois qui passent pas la préévaluation parce qu'ils respectent pas cette admissibilité-là. Un coup que l'admissibilité est faite, on passe à l'étape d'évaluation. Donc, l'évaluation, c'est 4 personnes. Donc, on a 2 évaluateurs issus de la recherche et 2 évaluateurs issus du milieu communautaire. Il va y avoir un appel bientôt là, qui va passer pour qu'on recrute nos évaluateurs. Il y a toujours une demande là, s'il y a des conflits d'intérêts là, avec les projets qui sont attitrés. Donc, ça, c'est important pour nous. Donc, il va y avoir un représentant au BNL qui est un peu plus dans le domaine. Donc, si vous traitez des personnes avec des incapacités visuelles, on va essayer de trouver quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine-là. Puis, il va y avoir quelqu'un qui va être hors domaine, donc qui s'intéresse à d'autres problématiques là, qui n'est pas relié à votre champ d'expertise, à votre dossier, à votre candidature soumise. La même chose pour les organismes communautaires. Donc, on essaie toujours d'avoir un organisme qui est un peu plus connexe, puis un organisme qui est un peu plus éloigné de votre thème de recherche. Fait que chercheur en expertise, chercheur hors thème, c'est comme ça. C'est la même chose pour les représentants. Donc, c'est vraiment ces 4 personnes-là qui vont prendre la grille d'évaluation qui est disponible sur Internet, qui vont répondre à la grille, qui vont dire des commentaires, qui vont donner une note. Et ensuite de ça, on a un comité d'évaluation qui va venir discuter des projets. Et les projets retenus, c'est les projets qui ont la meilleure note à la fin. Donc, c'est 6 projets. Des fois, c'est pas que votre projet est pas bon, c'est juste qu'il y a eu des projets qui se sont plus démarqués. Fait que c'est un peu le processus d'évaluation là qui sont similaires dans d'autres organisations. Zoé,
tu as une question. Oui, je voulais savoir, habituellement, vous en recevez environ combien de projets? C'est une bonne question, c'est variable. Euh, le concours passé, on en a eu 27. Le concours appel à projet 10, on en a eu 22. Appel à projet 9, on en a eu 32. Appel à projet 8, on en a eu 12. Tu sais, ça dépend fait que je dirais 20, 25 là, c'est dans la moyenne. Estelle. Oui, bonjour. Je m'excuse, je voudrais juste valider. L'OSBL qui fait la demande pour le projet, est-ce qu'elle doit être enregistrée auprès du fédéral pour être un organisme à but non lucratif ou seulement au Québec? Parce que la société... Seulement le NEQ. OK. Parce que la Fondation Mirella Saputo, elle a besoin d'un numéro d'organisme De bienfaisance, de oui, mais bienfaisance. C'est c'est ça, mais nous, on n'en a pas parce on est en défense des droits des personnes handicapées. Fait qu'on n'a pas on n'est pas enregistré avec un numéro de bienfaisance. il n'y a aucun problème. Il faut vraiment avoir un NEQ valide, un Oui. numéro d'entreprise du Québec, puis le numéro de charité là, du fédéral est pas exigé dans le fond. C'est que ça passe par notre fondation à nous. C'est nous qui sommes, on est en lien avec une fondation avec un numéro de charité, fait que ça fonctionne en ce sens. Il y a Tokiko. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation, très appréciée. En fait, je me questionne par rapport à la domicilialité de notre projet, ce qui consiste à donner un programme d'autonomisation aux personnes qui sont en situation de handicap. Mais votre domicilialité, c'est plutôt de diminuer l'obstacle de l'environnement et non améliorer les compétences des personnes. Donc, ma question, en fait, donc, notre programme, c'est améliorer les compétences des personnes, mais si ce programme peut se donner à travers différentes CHSLD, par exemple, à ce moment-là, est-ce qu'on peut considérer comme diminuer l'obstacle? Ou... Ben, si l'amélioration des compétences fait en sorte que la personne elle peut participer plus activement à la société, puis qu'on travaille vraiment sur l'environnement, ça peut être admissible. Mais tu sais, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre une rencontre ensemble, puis on peut vraiment regarder en détail c'est quoi le projet, puis on peut faire une analyse là, avant que vous vous lanciez dans la rédaction ou dans la recherche. Je ne sais pas si votre équipe est formée, mais on peut vraiment prendre le temps de regarder est-ce que ça fonctionne dans les critères de société inclusive? Oui, non, ça va vous donner une piste, mais tu sais, il y a des projets qui ont été financés qui amélioraient les compétences, mais qui étaient tournés vers l'élimination des obstacles à la participation sociale et citoyenne. Et ça a fonctionné. Si vous allez voir sur notre site Internet, là, tous les projets financés sont là. Fait qu'il y en a certains qui ont donné une tournure au niveau des environnements et là, ça fonctionnait. Mais Hmm. si c'est juste dans le but d'améliorer, par exemple, je j'ai pas d'idée en tête qui vient rapidement, là, mais il y a moyen de regarder qu'est-ce que vous voulez précisément faire avec la recherche. Puis à ce moment-là, je pourrais vous dire là, si c'est Parfait. Donc, pour prendre un rendez-vous avec vous, je vais vous envoyer un courriel. oui, Parfait. Bon, mais merci beaucoup. un courriel, je vais vous répondre, on trouvera une plage horaire ensemble. Oui, parfait. Merci. Ça fait plaisir. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions à ce moment-ci. Pour moi, il nous resterait un 3-4 minutes. Je pense que vous les aviez posées au fur et à mesure. C'est très bien. Fait que je vous remercie de votre participation à votre présentation. Puis, n'hésitez pas là, à me contacter. Ça me fait toujours plaisir de prendre à découvrir vos projets puis de vous accompagner, de vous aider là, à faire. Peut-être dernière chose, moi, je participe pas à l'évaluation. Fait que c'est pas moi qui prends les décisions de qui est financé ou pas. Donc, ça me donne une belle liberté d'accompagner chacun et chacune d'entre vous au mieux de mes capacités. Bonne fin d'après-midi. Merci. Au Merci. revoir. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup.